c'est le cas du journaliste qui a été mis en examen dans l'affaire des Wikileaks. Du LuxLeaks. Le journaliste français qui avait balancé le dossier scandaleux du LuxLeaks initié par M. Jean-Claude Juncker, rappelez-vous, ça permettait aux multinationales américaines d'échapper à l'impôt, eh bien, figurez-vous que le journaliste a été inculpé. C'est le journaliste qui est inculpé par la justice luxembourgeoise pour... Alors écoutez bien, c'est franchement assez surréaliste. Il a été inculpé pour vol domestique et blanchiment. Blanchiment, voilà. Alors là, je trouve ça quand même absolument extraordinaire. Être accusé de blanchiment par le numéro 2 du blanchiment mondial. Il faut vraiment le faire. On salue Monsieur Jean-Claude Juncker, ex-président d'un pays, d'un des principaux blanchisseurs d'argent liquide et de toutes les multinationales américaines. C'est purement extraordinaire. Voilà. C'est comme si un voleur en fait traduisait en justice un mec qui a volé infiniment moins que lui, quoi. Voilà. Donc il a même pas volé de l'argent, il a volé juste, il a rien volé du tout d'ailleurs. Il a publié une information absolument scandaleuse qui relate le fait que le Luxembourg, des négociations menées par M. Juncker, ils se sont mis d'accord pour accorder aux grandes multinationales américaines comme Amazon, comme Google, etc., de payer encore moins d'impôts que toutes les sociétés qui sont au Luxembourg. C'est-à-dire je paye encore moins que le moins de la société standard qui est installée au Luxembourg. C'est pas beau ça, Donc voilà, donc c'est une société c'est un pays qui blanchit de l'argent à tire-larigot. Et voilà, et donc le journaliste français a été inculpé pour vol domestique et blanchiment. Je trouve ça absolument étonnant. Alors le journal d'un autre blanchisseur, la Tribune de Genève, écrit un collaborateur avait copié sur le service informatique des centaines de rescrits fiscaux confidentiels entre l'administration fiscale luxembourgeoise et des multinationales. Il avait par la suite confié des copies de rescrits fiscaux aux journalistes. Les documents avaient été partiellement révélés en mai 2012 dans une émission de France 2. Le reste des documents, ainsi que de nouveaux accords fiscaux confidentiels, mais aussi d'autres sociétés d'audit, etc., ont été publiés en novembre 2014 par le Consortium international de journalistes d'investigation. Alors, je précise que ce bazar-là, c'est en fait... Attendez, j'ai un problème de son, j'ai un problème de retour. Apparemment, ça vient de nous, on est en train de régler ça à l'instant. On a installé un nouveau matériel ce matin, c'est pour ça. Donc là, c'est bon. Ça fonctionne là? Allô? Bah là on est en train de regarder ça. Seb qui est au technique a installé un nouveau compresseur. Je sais pas. Est-ce que le problème de son demeure toujours? J'ai pas de c'est bon là. Enfin non. On va peut-être mettre une pause musicale, ça serait plus simple. Ok, on va mettre une petite pause musicale, aucun problème. Radio ici et maintenant, désolé pour ce petit problème sonore, on vient d'installer un nouveau matériel et voilà, c'est comme ça, Rome c'est pas fait en un jour, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc alors je reprends à propos du journaliste qui a été mis en examen par le blanchisseur numéro 2 mondial, c'est-à-dire le Luxembourg, pour blanchiment. Voilà. Donc moi je dis juste à nos auditeurs que le journaliste grec qui avait révélé la liste Lagarde dans Hot Doc, c'est le magazine grec, avait lui aussi été mis en examen par le gouvernement de l'époque et il avait été arrêté par la police à la demande de ceux dont le nom figurait sur la liste des évadés fiscaux. Voilà, magnifique fonctionnement de la justice. Dès qu'il s'agit de banques ou de comptes en Suisse ou au Luxembourg, comme par hasard, elle ne fonctionne plus. Voilà. Et la police, donc, qui est à ses ordres, exécute malgré tout. Donc ça vous montre le niveau de corruption totale de toutes ces sociétés, en particulier luxembourgeois. Et je salue tous les traders qui nous écoutent au Luxembourg, bande d'enfoirés, puisque vous blanchissez l'argent qui échappe bien entendu à l'impôt de Bercy. Je cherche pas à défendre Bercy, mais je rappelle que les Français ont été massacrés d'impôts justement parce que tout un tas de multinationales américaines comme ça échappent à l'impôt alors qu'elles font du business en France. Je pense notamment à Google, Amazon et bien d'autres. Voilà. Et on peut également remarquer quelque chose de très très important dans cette histoire parce que c'est quand même de la presse. Ça touche, à mon sens, à la liberté de la presse, d'expression. Julian Assange, qui avait sorti plus d'affaires scandaleuses en un an
que toute la presse américaine réunie en 40 ans. Il a été pourchassé par la CIA, la NSA, Visa et Mastercard. Donc là, on voit bien tout de suite la collusion. C'est-à-dire que dès qu'on touche aux intérêts des grandes banques, des grandes sociétés multinationales, etc., bien entendu, les quatre se mettent ensemble. C'est-à-dire Visa, donc la carte de crédit, Mastercard, l'autre entité de carte de crédit, la centrale d'espionnage, la CIA, et bien entendu la NSA qui écoute tout le monde. Voilà. Et cette émission aussi, manifestement. Donc, il est toujours planqué dans un consulat à Londres, lui, Julian Assange. Il ne peut pas en sortir. Voilà, c'est le résultat d'avoir balancé quand même quelques informations super intéressantes sur le mode de fonctionnement des États-Unis et bien entendu de la cité de Londres. Et aujourd'hui, il ne peut pas mettre le pied dehors, techniquement, donc il est en prison, parce qu'il peut pas en sortir. Voilà. Donc ces 3 journalistes ont été arrêtés et poursuivis pour des fausses raisons. Vive la presse financière libre, sauf quand elle porte bien entendu préjudice au monde des banques et des comptes cachés dans les paradis fiscaux. Voilà. Mais n'oubliez jamais ceci, toutes ces affaires, toutes, sans exception, sont pilotées par la CIA pour le plus grand bonheur de l'État du Delaware. Puisque je rappelle aux éditeurs qui nous rejoignent que l'État américain du Delaware est le seul État qui permet, c'est là où en fait sont concentrées toutes les grandes sociétés américaines. Elles ont leur siège social là-bas. C'est l'équivalent pour eux du Luxembourg. Voilà, c'est tax-free quasiment. C'est sans, je ne veux pas dire sans impôt ou zéro impôt, mais quasiment. Donc toutes ces attaques sur le Luxembourg, sur le Liechtenstein, sur Andorre, sur Monaco, surtout Vatican, ça avait commencé avec la Banque du Vatican, et bien entendu la Suisse. Eh bien tout ça c'est fait pour faire fuir tous ceux qui ont des comptes là-bas, en grande partie les Américains, et pour qu'ils ramènent leurs pépettes, leurs milliards, dans une banque du Delaware. Et tout ça bien entendu pour compenser la faillite du dollar, parce qu'aujourd'hui il ne vaut plus que 4 cents par rapport à sa dette d'émission. Voilà. Donc je trouvais ça quand même extrêmement important de signaler que dès qu'un journaliste fait quelque chose d'extrêmement intéressant, révèle un dossier purement scandaleux comme celui du LuxLeaks, et surtout que M. Juncker a été élu à la tête du Parlement européen. C'est quand même extraordinaire. Ce mec est un blanchisseur de première. Il a entubé tous ses partenaires européens, au passage, précisons-le. Voilà. Et c'est le même mec qui va serrer la main à Sarkozy, enfin à l'époque, à Sarkozy, etc., à tous les autres, en disant oui, nous respectons la transparence financière. Puis derrière leur dos, il a signé des accords aux grosses multinationales qui font plus de, je sais pas, on va dire 2 milliards ou 1 milliard de chiffre d'affaires, des impôts encore plus faibles que les autres sociétés installées au Luxembourg qui déjà n'en payaient pas beaucoup. Donc ça vous montre le monde dans lequel vous plongez là, puisque vous découvrez un petit peu tout ça. Voilà. Et bien dans la même foulée. Alors pour cette crise financière qui n'en finit pas, si elle se termine, puisque aujourd'hui on voit les conséquences dramatiques, mais dramatiques de toute cette magouille des banques américaines, des crédits défaut swap, etc. Et du fait que les politiques aient décidé de sauver les banques et pas le peuple. Eh bien, ce sont les villes françaises qui sont en faillite. Et pas plus tard que dimanche dernier, il y avait un article dans le journal de dimanche parlant de, écoutez bien, 1000 villes françaises qui sont en faillite. Alors, je vous donne un cas parmi d'autres, je pense qu'on va en voir d'autres. Par exemple, Megève. Vous voyez, la station de ski, c'est pas un truc de pauvre, ça, Megève, voilà. La station de ski, donc richissime, a trouvé le moyen de se ruiner. Elle qui est à la tête d'un empire d'or blanc. Notre lecteur, Monsieur Varroquet, a vu dans le Messager, et pas dans le Figaro ni dans BFM-VC, que la municipalité vient d'être sauvée. Voilà, techniquement, je mets des guillemets parce qu'elle n'est pas sauvée du tout en fait, par le fonds d'intervention magique et urgent de Monsieur Macron. Destiné à surtout ne pas faire de vagues dans les médias.
Alors, la ville de Megève a trouvé une porte de sortie acceptable à sa problématique de prêts structurés liés à la parité franc-suisse et euro. Donc, la commune de Megève, donc qui est endettée par des trucs toxiques, j'imagine du genre Dexia, eh bien, elle va bénéficier du fonds de soutien aux collectivités à hauteur de 60% des intérêts dus lors de la pénalité de sortie du prêt. Alors, un chiffre appréciable, note l'adjoint aux finances, M. Frédéric Gouja. Alors, franchement, je trouve qu'il porte bien son nom, Monsieur Gouja, parce que je trouve que c'est une goujaterie absolue de prendre l'argent des Français, parce que c'est quand même l'argent de nos impôts qui est pris là, juste pour permettre aux banques, aux municipalités qui ont été ruinées par des prêts toxiques, de pouvoir rembourser leurs prêts toxiques. C'est pas beau ça? C'est pile tu gagnes, face tu gagnes. C'est vraiment ça. Voilà, tu perds jamais. C'est quand tu joues avec les banques. Voilà. C'est la phrase qu'on peut le mettre dans la bouche de Monsieur Macron. Alors, écoutez bien la suite. Dans le détail des conditions qui devraient permettre à Megève d'éviter le pire, il y a d'abord les 3,3 millions d'euros de capital de la dette restant due et qui seront refinancés à un taux fixe de 3,6% sur la durée du prêt original auprès de Dexia. Voilà, c'est Dexia. À savoir de 14 ans. Non, donc les mecs se sont fait entuber sur 14 ans. L'autre morceau est constitué par les intérêts réclamés par la société de financement locale, qui se monte à 17 millions et ramené à 9 millions. Par le biais d'un autre emprunt, remboursable sur 14 ans, un taux de 1,5. Bref, Monsieur Gouja affirme que les 9,5 millions ne nous coûteront rien. De votre vie, vous n'avez jamais vu de tel prêt qui ne coûtait rien. Traduction, Megève a emprunté pour rembourser l'emprunt qu'elle ne pouvait pas rembourser. Voilà la réalité. Et le Messager, donc le journal local, le journal régional local, écrit « Megève a bien contracté un nouvel emprunt de 20 millions d'euros auprès de la SFIL à 3%, pendant 20 ans. La commune s'attend à pouvoir économiser 500 000 euros sur la masse globale de ses annuités. » Voilà une nouvelle rassurante. On a eu chaud pour eux. Mais ils ne disent pas tout ce qu'ils payent en intérêt à ces enfoirés de la Dexia. C'est quand même absolument écœurant. C'est immonde. C'est vraiment à vomir. Alors, donc mon commentaire est simple. La méthode Macron pour sauver une ville consiste à 1. Payer la banque et 2. À décaler les remboursements dans le temps afin qu'il n'y ait pas de faillite et qu'on rembourse les BIP de la Dexia, comme d'habitude. Bravo Monsieur Macron, bravo à la banque Dexia. Les Raptous sont aux commandes. Vive Goldman Sachs, vive la banque Rothschild, vive la banque Lazare, vive les politiques pourris qui vendent le peuple français aux banquiers. Voilà. Et j'invente rien, puisque là vous avez, allez sur quotidien.com, allez sur la revue de presse, vous avez le lien sur le Messager pour le lire. Mais bien entendu, ces informations ne sont jamais traitées au niveau national. Ça, vous ne le verrez jamais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est impressionnant, on va dire, voilà. Simplement. Alors, dans la même foulée, puisqu'on parle de Monsieur Macron et de la banque Lazare, de la banque Rothschild, alors, chers auditeurs, écoutez bien l'information qui suit. Les lecteurs la connaissent parce qu'ils ont suivi la revue de presse. Elle date je l'avais donnée le lundi 4 mai. Personne ne l'a vue, celle-là. Je ne veux pas dire que c'est un scoop, mais quelque part, ça l'est. Alors, Mathieu Pigasse, PDG du journal Le Monde, devient le grand patron des fusions-acquisitions d'un paradis fiscal. Mais si, d'un paradis fiscal. Vous vous souvenez, le Parti Socialiste qui fait la chasse aux sorcières, il faut les riches qui sont en Suisse, etc., dans les paradis fiscaux, et patati et patata. Voilà, c'est intéressant. Moi je dis simplement, c'est pas un hasard s'il y a 2 mois, le Wall Street Journal avait déroulé un article fleuve à la gloire du protégé de Monsieur Alain Minc, Mathieu Pigasse. Il a acheté le journal Le Monde, au passage, voilà. Que vous pouvez lire ici, donc vous avez le lien sur la revue de presse, donc dans le Wall Street Journal, ou bien encore ici sur le Business Insider. Tout est savamment orchestré, donc c'était préparé, tu vois, au point qu'on se croirait dans un roman de Flore Vasseur. Bloomberg nous a appris pendant le week-end, donc traduction en douceur, pour passer sous les radars. Voilà, c'est pour ça qu'il donne ça le week-end. Voilà. Que Lazare LTD c'est Limited, donc Lazare SARL. The largest independent merger advisor, donc l'un des plus grands conseillers en fusion-acquisition, donc a agrandi son rayon d'activité au cadre supérieur. Monsieur Stern et Monsieur Mathieu Pigasse
suite au départ du précédent patron de la banque d'investissement, Monsieur Antonio Weiss. Hein, on salue Monsieur Antonio Weiss, hein, voilà, bonne retraite. Alors Monsieur Stern, donc 48 ans, va prendre le rôle de Chief Executive Officer, donc de l'unité financière Lazare. Hein, et j'invente rien, écoutez bien, non mais c'est génial, écoutez bien. Monsieur Mathieu Pigasse, 46 ans, donc va contrôler les fusions et acquisitions et tout ce qui est conseil souverain de la compagnie qui est basée aux Bermudes. Nous a fait savoir donc un communiqué de la banque Lazare. Et ce type-là, du coup, il a acheté le monde, c'est ça? Voilà. Ouais, okay. Donc il est PDG maintenant d'une entité qui se trouve aux îles Bermudes. Non mais c'est génial. Hein, donc il y a un message à donner aux pauvres, aux manants, aux gueux. Hein, voilà, c'est comme dans les visiteurs là. Pardon, je tutoie parce que j'ai l'habitude d'avoir Laurent en face, donc c'est pas du tout. Non mais on peut tutoyer, il y a pas de problème. Non, mais on reste au vous. Ok, moi j'ai besoin d'un temps d'adaptation, on va dire ça comme ça. Il y a pas de problème. C'est comme dans les visiteurs, on jette la cuisse de poulet au serviteur et puis qui rampe, qui va la chercher. Voilà. Donc c'est ce que fait le journal Le Monde. Alors moi je trouve ça absolument fascinant. Hein, on a Monsieur Mathieu Pigasse, donc qui dirige une grande blanchisseuse lui aussi aux îles Bermudes. Formidable, non? Voilà. Non mais c'est merveilleux. Alors vous avez bien lu Pigasse. 46 will oversee mergers and acquisitions and sovereign advisory. Donc de Bermuda-based company said. Hein, voilà. Donc Pigasse travaille pour Bercy et l'Élysée, les deux entités contrôlées par le PS, pour fondre les paradis fiscaux, tout en assommant les Français de taxes et d'impôts supplémentaires. C'est pas merveilleux ça. Mais le même parti socialiste qui affirme faire la guerre aux paradis fiscaux a en son sein le PDG d'une entité qui se goinfre aux îles Bermudes. Formidable, non? Elle est pas belle la vie, hein? Bonjour à tous les RSA, tous les smicards, tous ceux qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, les pauvres, hein, parce que ces mêmes gens vous donnent des grandes leçons évidemment d'économie, de chasse aux sorcières, de tous ceux qui fraudent le fisc. Hein, voilà. Alors que le même mec est en fait, pourquoi ils sont aux Bermudes? C'est pour payer moins d'impôts, hein, tout simplement. Hein, c'est connu. Il aurait pu être à l'île Jersey ou à Guernesey, enfin de toutes les lessiveuses du monde anglo-saxon, hein, toutes ces îles, les îles Vierges, les îles Moustiques, les îles Caïmans, entre autres bien connues, hein, les îles Caïmans. Voilà. Bien sûr, pas un journaliste financier pour faire la liaison entre les deux événements, et encore moins la filiale des Bermudes. Je rappelle juste pour le principe que Nicolas Sarkozy comme Monsieur Hollande, hein, François Hollande, se sont reposés sur Pigasse pour gérer le dossier de la Grèce au nom de la France. Le 12 février 2015, c'est Paris Match qui a fait 2 pages sur Mathieu Pigasse. Vous vous rendez compte, hein? C'est marrant, il y a d'un coup le Wall Street Journal qui lui fait, je ne veux pas dire une page entière, et ensuite dans la foulée il y a Paris Match, hein, tout ça est organisé. Hein. On voit quels sont les journaux qui obéissent bien aux ordres. C'est impressionnant. C'est Paris Match donc qui a fait 2 pages sur Pigasse en expliquant comment ce brave homme, en travaillant à la sueur de son front, a fait des allers-retours à Athènes au nom de la France. Hein, je lis l'article de Match parce que ça vaut son déplacement. Mathieu Pigasse se dope à coups de boissons énergisantes et de sucettes au coca. Ça, c'est de l'info. Hein. Il a encore passé ce week-end à Athènes avec une équipe de 15 personnes. Au secours, on va pleurer. Je vais pleurer pour lui. C'est dur la vie, hein, c'est pour un banquier. Hein. Voilà, 48 heures de travail non-stop. Chers auditeurs, versez une larme. Avec pour objectif de mettre sur pied un plan de bataille de sauvetage national. Depuis le triomphe de la gauche radicale de Syriza le 25 janvier, le patron de la banque Lazare en France ne quitte plus le charismatique nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Le mec de Match, il a même pas vu que Varoufakis a été mis hors du jeu, mais passons. Les deux hommes ne dorment plus. Versez une autre larme, s'il vous plaît, chers auditeurs. Et quand ils sont séparés, alors là c'est un peu inquiétant parce qu'on est quand même en Grèce, hein, ils se bombardent d'emails et de SMS. Ça, c'est de l'info. 8 jours après l'élection, Mathieu Pigasse s'envolait vers la capitale grecque en falcon privé.
Hein, il n'a pas pris EasyJet lui. Hein. Voilà. Ça vous montre le niveau, ça vous montre le type dans quel monde on évolue. C'est pas que je sois jaloux, hein, c'est pas ça. Mais ce qui me fait marrer en fait, c'est la manière dont Paris Match le présente vraiment comme un pauvre mec qui travaille à la sueur de son front. Ça pue le pathos. Ça pue le pathos, ouais. Pour donc proposer ses services. L'avenir de l'Europe se joue au 121 boulevard Haussmann à Paris, vient d'écrire le Wall Street Journal. C'est l'adresse de la banque Lazare. La banque qui conseille aujourd'hui l'Ukraine, le Venezuela, l'Égypte. Putain, vu dans la situation financière dans laquelle ils sont, à mon avis, ils devraient changer déjà de conseiller, mais bon. Le banquier débarque dans un ministère des Finances silencieux. Hein, voilà. Donc vous avez le lien, vous pouvez lire tout le reportage de Match. Hein, mais pour ma part, j'aime beaucoup le proposer ces services plutôt que de dire envoyé par la France. Hein, voilà. Alors, bien entendu, la nomination de Bigas est très symbolique dans ce début du XXIe siècle, où tout est acquis et fusionné pour le plus grand bien des banquiers actionnaires, sociétés nationales comme PME et même pays. Vu sous cet angle, vous comprenez mieux ce qui se passe en Grèce, Italie, Portugal, bref, les pigs, hein, les cochons, Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne. C'est une fusion-acquisition. Hein, voilà pourquoi Monsieur Mathieu Pigasse, oui, est nommé à la tête de Lazare Bermude. Voilà, c'est à vomir, littéralement. Voilà. Là au moins vous avez une démonstration factuelle sur la manière dont le Parti Socialiste est en train de vendre la France. Mais il n'y a pas que le Parti Socialiste, hein, ne leur jetons pas la pierre trop, hein, parce que l'UMP ils ont été pas mal dans le genre. Et là, en l'occurrence, ils vont, hein, c'est les grandes fusions-acquisitions, hein, ça va être fait principalement via les Bermudes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 15 ou 20 millions ou 50 millions de commissions que la banque Lazare va prendre pour ses conseils, hein, parce qu'ils prennent un pourcentage sur les grosses fusions-acquisitions, eh bien, on les paye par virement aux îles Bermudes. Voilà. C'est pas un compte à la banque postale à Paris. Hein, voilà. C'est important pour nos auditeurs qu'ils le sachent. Voilà. Alors juste pour un petit rappel de notre lecteur, Monsieur Rob Batcher, qui a vu dans le Figaro au passage que les élus du Tarn et Garonne ont profité du long week-end de la semaine passée pour se voter 23% de hausse sur leur salaire. J'aime beaucoup ça. Ils voulaient même 33%. Hein. Là je vous cite le journal local. On augmente les indemnités des élus parce que nous venons de passer la tranche des 250 000 habitants. Hein, voilà. Donc le fait qu'il y ait 270 000 habitants de plus, donc ça mérite effectivement 30%. Je comprends pas, c'est quoi le rapport du coup entre le nombre d'habitants et cette augmentation? C'est une très bonne question. En fait, manifestement, ils ont des règlements. Hein, c'est-à-dire que s'il y a 500 habitants, ils touchent 2 000 euros. S'il y en a, je sais pas moi, de 10 000, ils vont toucher 3 000, et ainsi de suite. Donc l'augmentation est basée sur le nombre d'habitants. Voilà. Enfin bon, je vois pas trop bien la différence entre 250 000 et 300. Hein. Je pense pas que ça mérite 33% d'augmentation. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Pourquoi pas, hein. Voilà. Non, mais c'est absolument génial. Et donc c'est Monsieur Christian Astruc, donc c'est le nouveau président du conseil départemental qui a expliqué que on augmente les indemnités des élus parce que nous venons de passer la tranche des 250 000. Voilà, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà. C'est merveilleux. Donc c'est ceux qui ont les lois, qui votent les lois en leur faveur. De la même façon, c'est ceux qui écrivent les contrats, qui ont le contrat en leur faveur, par exemple. Hein, c'est pour ça que la banque vous fait signer un contrat de prêt ou n'importe quoi d'utilisation de carte bleue. Hein, vous avez 20 pages en Arial 2 à signer. Hein, voilà. Hein, pareil pour les assureurs, etc. C'est pas vous qui faites le contrat. Et la plupart des gens ne le lisent pas. D'ailleurs, ils comptent là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont essayé de. Mais remarquez une chose. Hein, c'est toujours pendant les week-ends. Hein. Par exemple, Areva, quand ils ont annoncé les 5000 licenciements, c'est tombé la veille, le soir du départ en week-end, hein, des grands ponts du mois de mai. C'est toujours pendant les week-ends, pour que ça passe sous le radar. Voilà. Donc, votre commentaire là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop de commentaires, là j'écoute, j'apprends, on va dire. D'accord. Ok. Alors, une autre information, alors justement, attendez, parce que là du coup il faut que je... Voilà, j'ai une autre information puisqu'on parlait de la France, hein, de tous ces de toutes les villes qui sont en faillite. Monsieur Taki a vu dans la presse locale que le département du Bas-Rhin, est en faillite. C'est le moment ou jamais pour augmenter les impôts. Acculé par la baisse des recettes en provenance de l'État,
la collectivité choisit d'augmenter le seul taux sur lequel elle dispose encore d'un levier, la taxe sur le foncier bâti. Le taux du département passera donc en 2015 de 11,6 à 13,18. Hein, voilà, donc c'était sur rue 89 Strasbourg. Et d'un autre côté, donc c'est Madame Landry qui a vu que la ville de Belley, hein, c'est une petite ville dans l'Ain, après le décès accidentel du maire Christian Gimnet, les contribuables de Belley doivent-ils à nouveau se préparer au pire? Selon l'équipe municipale en place, la ville serait quasiment en faillite. Pour sortir de là, il faudra sans doute augmenter les impôts locaux de 40 à 50%. Voilà. Alors, elle est en faillite, pourquoi cette ville? Mais ça vaut pour toutes les villes. Écoutez bien, c'est très important que vous compreniez ça. Ils vont augmenter, ils sont mis en faillite par des prêts frauduleux, d'accord, hein, des toxiques, Dexia, etc., de tous ces enfoirés de la Dexia. Donc, du coup, la municipalité, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Ils sont en faillite, ils se sont fait avoir, ils sont obligés de rembourser le prêt. Donc, ils disent, voilà, nous, on va augmenter les impôts locaux de 40 à 50%. D'accord? Ok? Bon. Alors, imaginez, vous avez votre grand-mère, hein, qui habite à Belley, hein, ou votre grand-père, ou, je sais pas, une tante, peu importe. Hein, elle a sa petite maison, elle a une petite retraite. Hein. Sa taxe d'habitation, elle était de 300 ou 500 euros, et là, elle va passer à 1000 euros. Étant donné qu'elle a déjà pas beaucoup de retraite, hein, et s'il n'a pas de famille qui peut payer le reste de ses impôts pour elle, eh bien, elle va y perdre sa maison. Voilà la réalité. Elle va être obligée de vendre sa maison. Sa maison va être saisie par les huissiers. Hein, si elle ne paye pas, bien entendu, la hausse, cette hausse de 50%. Je voudrais vraiment bien que vous compreniez les conséquences pour chacun des Français, hein, sur cette immense arnaque des crédits défaut swap, hein, qui ont été lancés dans les années 2000, hein, parce que ceci en est la conséquence. C'est qu'au final, on saisit les maisons des gens, toujours par la dette. Hein. La dette en crée une autre. Hein, en fait, on se refile la dette et au final, c'est vous qui n'avez strictement rien demandé, hein, qui allez être saisi. Voilà. Vous, vos parents, vos grands-parents. C'est ça la triste réalité. Alors, on peut faire une petite pause musicale? Ouais, bien sûr. Merci. Radio ici et maintenant, 95.2, c'est la suite de la revue de presse. On vous écoute. Alors, il y a une information qui est très importante, qui est sortie en catimini justement, puisqu'on parlait des week-ends. C'est donc la JP Morgan qui reconnaît officiellement avoir escroqué les clients. Voilà. Donc c'était, on le savait, hein, j'en ai parlé maintes fois, j'ai même écrit un livre dessus, et j'avais même expliqué il y a grosso modo un an et demi ici, à cette antenne et sur la revue de presse, que la punition secrète demandée par la Goldman Sachs, donc à être infligée à la JP Morgan, eh bien, qu'elle reconnaisse publiquement, comme dans un procès maoïste, avoir fauté. Eh bien, c'est fait. Et c'est même publié sur le site de la JP Morgan. C'est quand même vraiment incroyable. Donc, vous avez le lien sur le... Je ne vais pas lire tout le truc, mais véritablement, c'est absolument fascinant de voir la banque JP Morgan reconnaître dans un communiqué de presse officiel toutes les escroqueries, toutes les arnaques qu'elle avait commises, en particulier dans le cadre de tout ce qui est devises, hein, dans le forex, hein, puisqu'ils ont truandé le marché d'échange, hein, bien entendu, pour leur plus grand profit. Alors, vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Alors, par exemple, plutôt que de dire JP Morgan, en fait, ils ont dit la firme. Hein, c'est un peu comme au cinéma. La firme, hein, donc JP Morgan, à plusieurs occasions, s'est engagée dans des dans des augmentations de prix factices, en utilisant des signaux donnés par la main, comme ça, hein, pour dire hop, ou, enfin en haut, abaisser ou monter, etc., de manière à ce que les cours, hein, correspondent en fait aux positions de la JP Morgan. Voilà la réalité. Donc je trouve ça absolument fascinant. Alors donc c'est encore un thème très conspirationniste qui devient réel avec les aveux publics du coupable. Hein, voilà, donc vous pouvez aller sur la revue de presse, donc sur quotidien.com pour voir ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel de voir la JP Morgan reconnaître qu'elle a arnaqué et escroqué ses clients dans différents cas. Hein. Bien entendu, comme la JP Morgan est un très gros annonceur de différents journaux financiers, ça n'a pas été trop commenté, bien entendu, dans les quotidiens anglo-saxons, ça va de soi. Hein, voilà. Alors, toujours dans le même sujet,
Là, je dois remercier Madame Landry qui nous a donné une information, mais vraiment absolument surréaliste, ahurissante. Alors, c'est comment les Américains ont endetté les autres pays avec leurs bons du trésor pourris. Hein, et pour combien, justement, on a les montants. La diplomatie américaine est axée sur, 1, le commerce, et 2, sur la vente des bons du trésor. L'excellente Madame Landry a ainsi mis la main sur un article capital qui nous montre de combien les autres pays ont été gavés de force, comme des oies, avec des bons du trésor émis par la Fed, hein, la banque centrale américaine, qui sait parfaitement que ces bons du trésor ne seront jamais remboursés. Les fichiers nous donnent la répartition de la dette américaine, avec, justement, c'est là où c'est intéressant, avec une comparaison entre 2002, 2013 et 2015. Par exemple, en 2002, leur dette, donc la dette américaine, hein, vendue aux autres pays était de 24 trilliards. Hein, donc ça fait 24 000 milliards. Vous imaginez le truc. Alors qu'en 2015, elle est à 31 000 milliards. Hein, donc les indices Nikkei, hein, comptez-vous, hein, c'est le cas de le dire. Mais le plus surréaliste, c'est bien la liste des pays elle-même. Leurs habitants ne se doutent même pas que leur gouvernement corrompu a acheté autant de dettes toxiques. Hein, c'est extraordinaire. Alors, notez bien les points suivants. Les îles Bermudes, justement, on en parlait hein, tout à l'heure. Donc les îles Bermudes, je pense que, voilà, je sais pas il y a combien d'habitants, mais enfin bon, ça ne doit pas dépasser les 500 000, quoi, hein, ou 300 000. Hein, c'est genre la Corse, quoi. Voilà. Et les îles Caïmans, hein, donc toujours des paradis fiscaux, sont les principaux acheteurs de la dette américaine. C'est intéressant. Et comme par hasard, là, c'est curieux, le gouvernement fédéral ne va pas chasser les paradis fiscaux qui achètent ses propres bons du trésor. Hein, voilà, il faut souligner ça. Ensuite, le Japon achète avec sa planche à billets à elle la dette émise par un autre émetteur de planches à billets. Entre 2002 et 2015, les Japonais ont multiplié leurs achats de bons du trésor américain par 5. Et attends, c'est pas tout, hein, c'est vraiment, ça va être littéralement nucléaire cette affaire quand ça va exploser. En fait, techniquement, ça revient à éteindre un incendie avec de l'essence, en versant de l'essence à fond dessus. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, la France, ça aussi c'est intéressant, la France a multiplié ses achats par 6. Hein, donc bravo aux fonctionnaires corrompus de Bercy, les divers ministres, etc. Il faut vraiment être très bip pour acheter de la dette américaine aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché, bien entendu, le gouvernement français d'acheter de la dette américaine. Je vais vous donner les montants tout de suite. Alors, les autres pays ont été obligés, eux aussi, de multiplier leurs achats de dettes pourries en moyenne par 10. Par 10. Seule l'Allemagne a limité les dégâts. La Turquie, pays satellite américain, est passée de 2 trilliards, donc 2 trilliards, ça fait 2000 milliards, d'accord ? Ils sont passés de 2 trilliards à 82 trilliards, soit 41 fois le montant de 2002. C'est du délire total. La Chine, à titre indicatif, est à 13. Les États-Unis, non contents de vivre sur le dos du reste du monde à crédit, pompent les entreprises, hôtels, plages, châteaux, terres, forêts, etc. de ces mêmes pays avec leur monnaie de singe. Conclusion, les chefs de station de la CIA en poste dans ces pays peuvent être très fiers. Good job, pas à dire, c'est très très fort, chapeau, surtout à Taïwan, hein, qui est une île qui s'oppose un petit peu à la Chine. Et donc le Taïwan est acheté 41, enfin c'est totalement invraisemblable. C'est comme si la Corse, c'est comme si la Corse, hein, on va dire ça comme ça, avait acheté pour, je sais pas moi, 40 trilliards de dettes de dollars américains, de bons du trésor, qui sont, hein, voilà. Techniquement, les Américains donc leur versent chaque année un petit pourcentage, mais comme eux fabriquent de la planche à billets, ils s'en foutent, ça leur coûte rien. Vous voyez le principe ? Alors, je vais vous donner les montants, hein, parce que ça c'est très intéressant. Alors par exemple, les îles Bermudes, en 2002, ils étaient à 14 milliards, on va le retrouver. Et en 2013, ils étaient déjà à 94 milliards. Les îles Caïmans, ils étaient à 11 milliards. En 2013, ils étaient à 66 milliards. Le Canada,
le Canada qui était à 8 milliards, aujourd'hui, en 2015, ils sont à 70 milliards. La France, 11 milliards en 2002, on a acheté pour 75 milliards. Donc la moitié, sinon les trois quarts, on ne le reverra pas parce que ça ne vaudra rien, en fait, techniquement. Voilà. Donc alors ça c'est drôle. Le Japon, donc il y a une planche à billets, hein, donc ça veut dire qu'il peut fabriquer de la monnaie autant qu'il veut, hein, c'est de la monnaie de singe, du Monopoly, du PQ, ce que vous voulez. En 2002, ils achetaient pour 260 milliards, donc avec leur propre monnaie de singe, et on est passé donc en 2015 à 1238, c'est-à-dire grosso modo ils ont rajouté 1000 milliards, 1 trilliard. C'est fascinant, voilà. Donc c'est pour ça que tout ceci va se terminer dans une sorte d'apocalypse, enfin un truc, mais ça va être tous les distributeurs seront arrêtés à un moment donné. Voilà. Alors vous avez la liste des autres pays, hein, c'est vraiment. Tiens, la Turquie. La Turquie était à 2 milliards en 2002, ce qui est déjà pas mal, hein, 2 milliards. En 2013, donc ils étaient à 18, et en 2015. Donc c'est là où on voit que les Américains sont désespérés, hein, la Fed est absolument désespérée, regardez bien. Ils sont passés, en l'espace de 2 ans seulement, en 2015 maintenant, ils sont à 82 milliards. À 82 milliards. Voilà. Donc je remercie Madame Landry qui a vu les commentaires de Teeth Village 88. Et donc vous avez sur le quotidien.com, donc allez-y, hein, vous avez tous les liens sur la Saint-Louis Fed, hein, parce que ce sont des trucs hyper techniques, hein, donc faut vraiment les trouver, hein, les PDF et le truc sur l'engagement donc de la Fed américaine en termes de bons du Trésor. Voilà. Donc vous allez retrouver tout ça, hein, c'est dans le comment dire, dans la revue de presse de cette semaine, hein, ça vous montre que c'est quand même quelque chose. On est dans une situation mais complètement folle, quoi. Moi je fabrique de la planche à billets, l'autre fabrique de la planche à billets, puis on se rachète nos propres bons du Trésor et puis on se rembourse avec du PQ, quoi. Voilà. Mais c'est un jeu auquel seuls les Japonais et les Américains se livrent, hein, il faut bien le comprendre. Puisque les Américains ont, jusqu'à janvier 2015, les Américains avaient strictement interdit à la Banque Centrale Européenne de fabriquer de la monnaie de singe, hein, de fabriquer de l'argent à partir de rien. Voilà. Alors, puisque un pays en guerre, justement, n'a pas à rembourser ses bons du Trésor, hein, là on va mieux comprendre la situation géopolitique. Vous avez sans doute vu, chers auditeurs, que les Allemands ont envoyé des chars Léopard en Ukraine, que les Anglais ont envoyé un certain nombre de formateurs, de militaires formateurs, commandos, etc., pour aider l'armée ukrainienne. Les Américains sont présents là-bas depuis beaucoup de temps. Les Français ont, me semble-t-il, 1 ou 2 bataillons déjà sur place, enfin on va dire secrètement. Et alors, il y a une information très très intéressante qui est sortie. Alors, je me suis trompé, une information que j'ai dit, une information non publiée en France, c'est pas vrai. Le Figaro l'avait sorti, je ne sais même pas comment d'ailleurs, 2-3 jours avant le Reuters. La Finlande a envoyé 1 million de lettres. 1 million de lettres à autant de réservistes militaires, donc, pour leur demander de se tenir prêts à réintégrer leur unité combattante. Voilà. Alors, traduisez, donc la possibilité d'une guerre avec la Russie, donc dans le cadre de l'Ukraine, est devenue donc si probable que le ministère de la Défense a jugé utile de commencer son travail de mobilisation des effectifs. Voilà. Et qui dit mobilisation en Finlande dit forcément mobilisation ailleurs. Alors j'ai eu c'est marrant parce que j'ai eu quelques réactions en disant oui mais non, c'est quelque chose qu'ils font habituellement. Ils le font peut-être habituellement, mais là c'est comment dire, ça tombe à point et puis en plus je vois pas pourquoi le ministère de la Défense va exploser son budget d'envoi par la poste, etc. Enfin pour imprimer autant de choses et donner des instructions aux réservistes si tout allait bien. Hein. C'est un truc qu'on fait en général une fois tous les 10 ans ou enfin tous les 20 ans, les exercices. Alors comme j'avais travaillé en tant que secrétaire d'état-major, donc justement dans un bureau des effectifs et des mobilisations, avec des exercices état-major, donc je sais grosso modo à mon niveau comment ça fonctionne, parce qu'il y a ce que les militaires appellent la montée en puissance. Alors la montée en puissance c'est quoi? Par exemple, vous avez, je sais pas, demain, ils se fritent. Hein, les Russes vraiment mènent une offensive sur l'Ukraine et l'OTAN va. Donc on est en cas de guerre. Donc c'est calculé à J+1 combien de gens on peut envoyer immédiatement sur le front.
Combien de gens on peut envoyer sur le front à J+2, combien de gens on peut envoyer de militaires donc sur le front à J+7, et ensuite intégrer, si vous voulez, la formation ou le rappel des jeunes, etc., pour les envoyer. Donc ça va sur J+60. Hein, donc ça s'appelle, en fait, c'est du calcul, hein, c'est vraiment de l'intendance pour envoyer les gens le plus rapidement possible au front. Voilà. Et c'est comme on a vu que même des chars américains ont débarqué. C'est pas en Ukraine, mais c'est juste à côté. Je crois que c'est en Estonie ou en Lituanie. Hein, c'est 2 bataillons de chars Abrams qui ont débarqué comme ça, sous prétexte d'exercices communs avec l'armée estonienne. C'est assez connu, l'armée américaine fait souvent des exercices avec les Estoniens. Hein, c'est une évidence. Voilà. Donc on voit bien que les Américains sont en train de poser tous leurs pions. Les chars allemands ont été amenés, et plus le temps passe, et en fait on voit ce qu'on appelle une montée en puissance, ce que les militaires appellent techniquement une montée en puissance. Et là ça devient vraiment fascinant, parce que j'ai vu passer, alors j'ai pas vérifié cette information, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est un commandant de l'OTAN qui aurait déclaré, mais je dis bien aurait parce que là j'en sais rien, qu'il n'est pas impossible qu'il y ait quelques affrontements, enfin qu'il y ait un début de guerre cet été. J'étais tombé là-dessus. Vous l'avez vu? Oui, j'avais tombé sur cet article-là, une guerre qui serait probablement nucléaire, c'est ce qu'il disait. Voilà. Pour l'été. Vous savez d'où ça vient ou pas? C'était quelqu'un de l'OTAN, j'avais fait des recherches sur ce type-là, il faudrait que je retrouve ça. Je peux essayer de chercher un coup d'œil. Oui, ça serait... oui, regardez, oui, parce que, et puis je vais donner une autre information, parce que je trouve cette information extrêmement importante. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'armée finnoise ait besoin de faire des répétitions, mais juste cet été, je trouve ça absolument génial. Ça tombe pile poil, comme on dit. Voilà. Voilà, donc c'était John Schindler, je sais pas comment ça se prononce, Schindler, qui est un officiel non américain de l'OTAN, qui a déclaré la phrase, je la cite: il y aura probablement une guerre cet été, si on a de la chance, elle ne sera pas nucléaire. Donc ce mec-là... elle ne sera pas nucléaire. Ouais, si on a de la chance. Ouais, si on a de la chance, d'accord. Elle ne sera pas nucléaire. Bon, il est optimiste. Ouais, c'est ça. Donc lui, c'est un ancien analyste de la NSA, voilà, et conférencier de l'école navale américaine. Je lis un peu 5 secondes pour définir le personnage, connu pour ses contacts haut placés dans la hiérarchie. C'est très intéressant. Ouais, exact. Ouais. Dans la hiérarchie militaire, ouais, voilà, en gros. Voilà. Donc, c'est un mec de l'OTAN. Quelqu'un de l'OTAN. Donc, on va dire c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, mais c'est sûr qu'il y a quand même quelques tensions en ce moment en Ukraine, et les Américains, en cas de guerre, justement, on relie les wagons, eh bien ils n'auront pas à rembourser leurs bons du Trésor, puisque tout pays en guerre n'a pas à rembourser ses bons du Trésor. Voilà. C'est tout. Donc on comprend pourquoi certains aigles, on va dire ça comme ça, sont très pressés effectivement pour que cette guerre commence, parce que ça ne fait marcher qu'une seule industrie, bien entendu, c'est celle de l'armement américain. Voilà. Alors une autre information, justement on parlait de ça tout à l'heure. Alors ça c'est très important. Enfin, c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure des villes françaises qui sont en faillite. L'adorable commune de Marvejols, proche des gorges du Tarn, est en faillite avec 13 millions d'euros de dettes. En cause, les pratiques financières de l'ancienne municipalité. En faillite donc, la mairie se voit contrainte de supprimer des subventions aux associations, d'augmenter les impôts, comme tout à l'heure, vous avez vu, mais là en l'occurrence de fermer la piscine de la ville. Voilà. Parce qu'ils ont une dette quasi insurmontable pour une commune de 5000 habitants. Alors en traduction, ça donne quoi? Ça donne que les enfants et les habitants de Marvejols n'auront plus de piscine, parce que les banques ont arnaqué toutes les municipalités, dont Marvejols. Voilà. Alors j'imagine que c'est Dexia dans le coup, pardon si c'est pas elle, mais voilà. Voilà le résultat de cette crise horrible qui n'en finit plus et qui a débuté avec un simple produit financier maléfique, le crédit défaut swap. Lire ici, c'était sur France 3 justement. Merci à Corsair. Alors, une autre information qui va dans le même sens, la trésorerie de Courcelles-Chaussy va fermer au 31 décembre. Les cochons de payeurs devront parcourir des kilomètres pour discuter avec l'administration. Lire ici le Républicain Lorrain. Et ensuite, 62 communes du Chablais sont victimes de l'arnaque des emprunts en francs suisses.
62 autres communes du Chablais. Donc, alors, je lis brièvement. Monsieur Morakini a profité du conseil syndical pour faire le bilan des négociations en cours sur l'empreinte dite toxique, j'aime beaucoup le dit toxique, contractée en 2005 par le syndicat regroupant 62 communes du Chablais. L'affaire est d'importance car faute de solution, les Chablaisiens devraient payer une indemnité valant 2,5 fois le capital emprunté. Voilà. Donc ils vont réemprunter, etc. pour rembourser. Le seul résultat, c'est que les habitants seront endettés encore plus, parce qu'ils verront la hausse de leurs impôts, et ceux qui ne pourront pas payer verront leur maison saisie. Basta. Voilà. On peut faire une pause ? Tiens, justement, avant de faire une pause, j'avais oublié. Donc je vais faire le rappel, parce que demain je serai à Nantes. À partir de 14h, donc au centre culturel Leclerc, donc dans la zone Atlantis. Voilà. Et le samedi 6 juin, je serai à Lyon, donc dans le cadre du Tour de France, et le 13 juin à Toulouse. Mais alors, information très importante pour nos auditeurs à nous, puisqu'on est sur Paris, région parisienne, c'est que le 14 juin, je participerai également à Paris, je serai à l'espace Porte Champéret, chez nos confrères de Radio Courtoisie, donc parce que c'est la fête du livre de Radio Courtoisie. Le 20 juin, donc je serai à Grenoble, et le 26 et 27 juin à Ajaccio et Bastia. Voilà, donc ça met un terme en fait à cette grande tournée que j'avais faite, puisque notre prochaine émission en fait techniquement elle sera fin juin, donc on n'aura pas vraiment l'occasion d'en reparler. Donc c'est pour ça que je rappelle ça à nos adorables auditeurs qui viennent me dire bonjour. Ça marche, le message est passé. Pause musicale, vous êtes sur la radio Ici et Maintenant pour la revue de presse. À tout de suite. Radio Ici et Maintenant 95.2 FM pour la revue de presse. On a Sébastien Mayer qui vient de nous rejoindre dans les studios. J'ouvre les micros, je vous laisse parler. Ah, ça y est, on est à l'antenne. Bonjour, Monsieur Jovard. Je me nomme. Alors, juste fais une petite précision. On fait tous les deux de l'écho. Mais on le fait pas, on travaille pas au même endroit dans l'usine, si je puis dire. C'est-à-dire que le travail est complémentaire et donc nous ne sommes pas, on n'est pas remplaçable. L'un ne peut pas remplacer l'autre, si vous voyez le principe. D'accord. Donc là, l'idée c'est que ça va faire un mélange un peu différent. Tu commences ou je commence ? Je commence parce que le Parisien a sorti une affaire très très importante en ce qui concerne le commissariat d'Evry. C'est à Evry, donc voilà, bientôt 3 semaines que GTM, une filiale du groupe Vinci, a levé le pied sur le chantier de réhabilitation et d'extension du siège de la police en Essonne. Et pour cause, dans la ville du Premier ministre Manuel Valls, l'État n'a pas payé l'entreprise depuis près de 4 mois. 3 factures d'un montant global de 280 000 € n'ont pas été réglées à la société mandatée pour moderniser et mettre aux normes le bâtiment vieillissant. Bon. Mais Monsieur Sapin nous a expliqué la semaine passée qu'il y avait une reprise, et je vous le donne dans le mille. Le problème venait d'un bug informatique lié au logiciel Chorus, par lequel passent depuis 2011 toutes les dépenses de l'État. Alors, au passage, on est en 2015, donc s'ils utilisent le logiciel Chorus depuis 2011, ce bug, il aura déjà dû se manifester a priori. Mais ça c'est une technique, le coup de l'informatique. Voilà. J'ai un problème avec l'informatique. C'est fou le nombre de bugs qui empêchent l'État de payer les fournisseurs en ce moment. Oh, les entreprises de payer leurs fournisseurs en général d'ailleurs. Voilà, un chantier arrêté non plus depuis une semaine, mais 4 mois, quel bug les amis, c'est hallucinant. Quand ce n'est pas le ministère de la Défense, c'est le ministère de l'Intérieur. Et vous l'avez aussi vu, jamais l'État ne fait de procès aux concepteurs de ces logiciels. Parce qu'a priori, il serait en droit de leur faire un procès pour un produit qui est pas fini ou qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Voilà, donc vous avez le lien sur la revue de presse pour ce papier qui est très très long. Alors, selon une autre information interne que j'ai obtenue de nos lecteurs, la SNCF aurait donc acquis le même logiciel que l'armée, le fameux Louvois. Et depuis, il y a des sacrés problèmes sur les payes et les heures supplémentaires. Voilà. C'est assez surréaliste. Alors ensuite, notre lecteur, Monsieur Chavez, alors je ne sais pas si c'est son vrai nom, a vu dans les Échos que le poids de la dette de la France progresse. 95,6% du PIB fin 2014, soit une augmentation de 3,3% en un an. Mais de cela, Monsieur Sapin n'a pas jugé utile de se féliciter. Voilà. Donc je trouvais ça quand même assez important parce que on voit que l'État a de plus en plus de mal à régler ses factures. Avant c'était au mois d'août. Il y a aussi une pratique, si tu veux prétendre comme il l'a fait.
il y a toujours une histoire de nous occuper, qu'on regarde ailleurs. Ces histoires-là, par exemple, 3% d'augmentation de notre dette, elle est due à la privatisation de la monnaie qui a été entamée, ça s'est pas fait brutalement en une seule fois, mais qui a été entamée en 73. Pour l'histoire, ça s'est passé en 1911. Ça s'est passé en 1911 aux États-Unis, donc c'est des choses c'est pas original. Se coller 3%, c'est juste accepter l'intolérable, ne pas vouloir mettre un sujet vraiment important, parce que quand même 3% du PIB, 3 fois ça nous fait quand même 60 milliards, si je ne me trompe. Non, mais là c'est une augmentation. Hein. Oui, on parle bien d'une augmentation sur un an. Voilà, dont on pourrait se passer totalement. Ça me fait le lien, si tu veux que j'enchaîne. Alors, tu as préparé un feuilleton sur le défaut grec. Donc, tu rappelles que du 26 au 30 mai 2015, à l'heure où une moyenne de 59 PME ferment leurs portes chaque jour en Grèce, ce qui nous colle 613 personnes au chômage tous les jours, en gros, ça fait 22 millions d'euros d'activité, de chiffre d'affaires, de PIB aussi, d'une certaine manière, qui disparaissent. Donc ça, c'est un constat des statistiques des confédérations grecques des entreprises. Et donc toi, tu as mis une référence sur Ekatermini. Ne soyez donc pas étonnés que Syriza ait donc annoncé vendredi que la Banque nationale ne pourra pas rembourser le milliard d'euros qu'elle doit au FMI en juin prochain. Alors, traduction, Tsipras a décidé d'aller au forcing avec Bruxelles et Francfort, soit ça passe, soit ça casse, soit ils acceptent toutes leurs conditions, soit la Grèce sort de l'eurozone et en conséquence de quoi, après moi, le déluge. Alors, tu avais fait une remarque, ça tombe bien, les Chypriotes fêtent chaque année le déluge. Désormais, ça devrait être une fête nationale dans chaque pays européen. Et alors, comme par hasard, le DIRCOM de la Bank of England, Jeremy Harrison, a envoyé soi-disant par erreur le plan du Greek Exit mis au point. En fait, je me suis planté là-dessus parce qu'il y avait deux choses, mais c'est surtout le Break Exit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Parce que les Anglais sont tellement persuadés que la Grèce va sortir que du coup, ils sont eux-mêmes en train de préparer pour ne pas se taper les dettes des Grecs. Je résume, hein. Mais ils vont essayer de trouver toutes les... Ah oui. Alors j'avais entendu à ce propos un truc assez extraordinaire. Il y a, depuis que ça chauffe en Grèce, il y a des gens qui ont des avoirs, qui avaient des avoirs en Grèce, en euros, et donc grâce à la merveilleuse libre circulation des tralalilala, ils ont déplacé leur argent. Et notamment, ils ont déplacé leur argent dans des banques dites solvables, donc en Allemagne. Donc il y avait des... Oui, non, mais on en a parlé plein de fois. Hein, et également, j'imagine, en Angleterre, etc. Oui. Et donc ce que ces gens-là sont en train de se préparer, c'est le défaut. Le problème, c'est que ce défaut éventuel grec se traduirait pour des raisons strictement techniques dans les livres de compte des banques nationales, qui elles conservent c'est toujours le lieu de garantie, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une dette qui correspond à de l'argent qui est sur un compte grec qui se volatilise et qu'en fait elle se volatilise dans une banque allemande, c'est la banque allemande qui doit compenser, qui doit garantir. Entre autres, oui. Et comme ça commence à faire des montants un peu lourdingue, et que en gros c'est de l'argent, c'est comme on disait les actifs pourris qui ont soi-disant une valeur, mais en fait ils valent rien. Quelque part c'est un peu de l'argent sur des comptes qui a l'air on voit un chiffre, mais en fait qui est susceptible de disparaître. Et la banque pourrait être appelée en garantie. Donc quand les Anglais qui commencent qui commencent à envisager ce genre de choses, ça va être comment est-ce qu'on va recycler cet argent et comment est-ce qu'on va éponger. Enfin bref, c'est l'organisation de la non-solidarité. Pour aller au fond, une organisation technique précise de non-solidarité européenne quand on nous a vendu l'Europe comme un truc merveilleux, on allait tous se rouler des pelles et on serait vachement plus forts ensemble. Et en fait, là, c'est coup de genou dans les roupettes ensemble. Et donc, et en plus, le coup de la fuite dont tu parles, c'est quand même histoire de semer un peu la merde. Enfin, laisser sortir ce genre, tu dis, en soi-disant par erreur, le plan du Break-Exit mis au point par la Banque centrale anglaise, un journaliste du Guardian qui évidemment en a parlé. On commence à lancer des bruits de chiottes pour commencer à manipuler les acteurs. Non, mais c'est surtout une manipulation des traders parce que pendant ce temps-là, la Grèce elle emprunte régulièrement. Il y a quand même un chiffre technique qui est tombé il y a 2-3 jours. Le taux d'intérêt d'un bon du Trésor grec, c'est 25% pour trouver un acheteur. 25%. Sachant qu'un tout pays qui emprunte au-dessus de 3% et plus, il est mort. Voilà. Il est étouffé par la dette. Donc 25%. Et là, on est revenu exactement au niveau de 2009. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour encore plus mettre les Grecs en esclavage, parce que les bons du Trésor qui vont vendre aujourd'hui ou demain à 25 ou 30% de taux d'intérêt, eh bien la Grèce, même si elle fait un défaut, au moins ils se sont gavés depuis 2009, les mecs, les traders. Bien sûr. Parce que toute cette affaire de la sortie de la Grèce ne profite qu'aux seules banques et aux traders. Je le rappelle.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Madame Lagarde a donné une interview et elle a parlé pour la première fois d'une sortie de la Grèce, et bien entendu son interview a été retirée dans l'heure. Donc ceci n'est pas surprenant. C'est en fait la mise en esclavage par la dette. C'est quelque chose dont on parle dans cette revue de presse et sur le blog depuis 8 ans. Et alors tu rappelles une chose qui prolonge. Tu rappelles que lorsque M. Draghi a été capable de fabriquer 1100 milliards de billets, ce qui est la fonction d'une banque centrale. Je voudrais rappeler à cette occasion, vous savez, la légende comme quoi un État doit être géré comme un ménage. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable, il ne faut pas dépenser plus qu'on rentre. Voilà, cette fameuse histoire qui assoit la dette. C'est là-dessus que la dette s'assoit, c'est-à-dire, je vous explique, il est naturel qu'un pays ait besoin au fil du temps de plus d'argent. Pourquoi? Par exemple, il y a des gens qui sont nés. Il y a la population a augmenté, il y a plus d'activité, il peut y avoir aussi plus de productivité. Donc ça augmente la valeur des échanges, donc il faut plus d'accessoires papier ou pièces, pour le rendre figuratif, pour pouvoir échanger. Ça veut dire qu'il est nécessaire, quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent sur le marché, enfin, si la balance du marché du travail est excédentaire, il y a plus d'employés, il faut plus de salaires. Oui, mais il n'empêche qu'il y a du fric qui circule. Pour les salariés, c'est ça que tu veux dire. Oui, ça n'empêche pas que le pognon circule, puisque le PIB augmente légèrement. Donc c'est juste qu'il se déplace. Ce que je veux dire par là, c'est que structurellement, dans la vie croissante d'un pays, il faut régulièrement augmenter la masse monétaire, parce qu'on en a besoin. C'est comme si on disait, je construis un nouvel immeuble, mais je prévois pas l'arrivée d'eau. S'il y a plus de gens, il va falloir plus d'évacuation, plus d'arrivées. Or là, on n'a pas de problème pour fabriquer 1100 milliards de billets pour un circuit qui passe par les banques. Par la Banque Centrale Européenne. Par la Banque Centrale Européenne, qui va en fait recapitaliser des banques. Uniquement des banques. Et qui va acheter des actions sur le CAC 40, sur Wall Street, etc. pour faire remonter les actions au CRIC. Parce que c'est la moitié sert à ça. D'accord. Ne pas l'oublier, c'est très important ça. Ça descend pas dans la rue, ça va pas pour. Ça va au casino. Voilà, exactement, ça va pas pour financer l'achat de la boutique en face. Et alors tu disais, il suffirait d'en donner 400 à Athènes, de les étaler sur 100 ans, et voilà la Grèce sortie du problème de la dette. Sachant que le Mexique a émis un bon du Trésor sur 100 ans, et qui s'est vendu. Oui. Bien. Donc il voit pas pourquoi la Grèce pourrait pas faire la même chose. Il y a juste un autre truc. Je vais même plus loin que toi. C'est que techniquement, et je sais que c'est difficile à comprendre, surtout quand on nous arrête pas de nous expliquer qu'un État c'est comme un ménage, il doit pas dépenser. Bon, un État n'est pas un ménage. Et a fortiori l'Union européenne. Mais je sais que tu le sais, c'est aux auditeurs. Je te regarde parce que nous parlons aux auditeurs. C'est qu'il est même possible techniquement, c'est juste une décision politique. Mais ça ne pose aucun problème, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, à quel point ça ne pose aucun problème. Non, mais la France battait monnaie jusqu'en 73, donc voilà, c'est à partir de 73 qu'on lui a progressivement enlevé le droit de battre monnaie à 100%. Ensuite, ça a été réduit de 20%, puis de 50, 60, jusqu'à 0. Voilà. Et dans cette histoire, c'est gratuit et c'est instantané que d'effacer la dette de la Grèce. C'est par exemple ça qu'il faut comprendre. C'est gratuit, c'est à portée de main, c'est juste un problème de politique. Si vous donnez 400 €, vous privez les prêteurs actuels. La Banque Centrale Européenne, elle a donné je ne sais plus combien de milliards à l'Ukraine. Il n'y a personne qui a fait de cinéma là-dessus. Oui. Ça n'a pas empêché les chemins de fer ukrainiens de faire faillite, au passage. C'était la semaine dernière, ça. Enfin voilà, donc c'est tout ça pour dire, techniquement il y a moyen d'effacer des dettes, et c'est moral, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Attends, non, je suis pas d'accord là-dessus. Non, là, il faut pas pousser le bouchon aussi loin. On a un cas quand même absolument génial qui s'appelle Weimar. C'était justement la dette que les Allemands devaient aux Français. Ils n'avaient techniquement pas assez d'argent, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la planche à billets, et ça a donné la République de Weimar. Il faut pas l'oublier. La création monétaire, elle a ses limites. C'est très important. Oui, non, on est d'accord, mais entre une monnaie mal gérée, c'est pas parce qu'il y a eu un énorme loupé dans l'organisation de la masse monétaire, parce que s'il y a eu cette hausse, cette inflation, c'est qu'elle permettait d'effacer les dettes au fur et à mesure que la monnaie se dépréciait par cette super inflation. C'était un bon coup pour éteindre la dette. Le seul problème, c'est que la machine s'est emballée et que ça a donné le résultat épouvable auquel tu fais allusion. Mais il n'est pas obligatoire. On a plein de cas. C'est pas structurellement obligé de se retrouver en République de Weimar si on décide qu'on va utiliser l'inflation pour dégager la dette. L'inflation, c'est le vol des habitants.
Pas forcément. C'est le vol des habitants. Sauf si les salaires sont indexés sur l'inflation. Ah ben ça va de soi. Ah ben ça va de soi. Alors je l'ai pas précisé. Mais c'est très important. Tu as raison. Ça va de soi. Il faut quand même préciser que c'est Jacques Delors qui a supprimé cette loi. Enfin, revenons à la revue de presse, si tu veux bien. Allons-y. Et donc, tu évoques, tu demandes qu'il reste à savoir qui va gagner, Syriza ou Bruxelles-Washington, vu que le plan de ces derniers consiste à pousser Syriza à la sortie pour provoquer de nouvelles élections. N'oubliez pas, en cas de défaut de paiement, tout l'or de la Banque centrale d'Athènes sera pris par Washington. Alors, pourquoi ? C'est un point que j'ai abordé dans la revue de presse du mois dernier, tiens, justement, avec Laurent. Ça a été fait, ces 2 lignes en Arial 2 qui ont été signées par le Premier ministre M. Papandréou en 2009 ou 2010, qui ont été alignées justement. Si la Grèce ne rembourse pas ses dettes au FMI ou je ne sais plus quelle banque, ou la Troïka, ils prennent tout l'or. Enfin, il ne reste pas grand-chose, hein. Mais le peu qu'il leur reste, ils vont leur prendre. Voilà. C'est prévu que par contrat. Hein, j'en ai parlé. D'ailleurs, les auditeurs peuvent le retrouver dans la revue de presse. D'accord. Mais c'est important. On voit bien. C'est ce que j'essaie toujours de montrer. C'est qu'au bout du compte, c'est le vol de l'or qui les intéresse. Ok. Et alors là, après, tu fais une allusion, mais c'est une private joke. Le 666 est toujours en action. C'est pas un private joke, hein, c'est parce que tu n'as pas lu le livre, mais c'est le 666, c'est basé justement, ça parle du vol de l'or, hein, des Américains, donc c'est vraiment ça. Ça marche. Ouais. Frances Coppola a titré son article dans Forbes, Greece, the EU and the IMF are dancing with death. Alors, l'Union européenne et le Fonds monétaire international dansent avec la mort. Ouais, c'est une belle image. Hein. Voilà, ces derniers mois, le monde a observé avec intérêt et avec un intérêt grandissant les mouvements intriqués de cette danse mortelle entre la Grèce, l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Le dernier mouvement de cette danse est venu de la Grèce elle-même. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la Grèce ne pouvait pas ne pouvait pas planifier les remboursements de la dette au Fonds monétaire international en juin. Ceci ne signifie pas que la Grèce n'a pas l'intention de payer. Plutôt, il prévient que c'était il y a une semaine. Hein, depuis, la situation a changé. Oui. Parce que maintenant, depuis ce matin, toutes les agences de presse parlent du défaut grec inévitable. Mais ça fait que depuis 2009 qu'on nous parle du défaut grec. Hein, c'est pour que les traders se goinfrent encore plus. Hein, c'est aussi bête que ça. Oui. Enfin, et alors c'est d'autant plus à l'eau. Tu disais tu me reprenais tout à l'heure sur l'histoire du défaut total et simple, qui évidemment pas, c'est pas comme ça que les choses se passent. On essaye d'avoir un peu plus de discernement. On a parlé de dette légitime, de dette illégitime, par exemple. Déjà, donc en faisant un tri. La dette de Dexia, les villes françaises là qui sont en faillite, qui ont été littéralement escroquées par la Dexia, c'est une dette totalement illégitime pour moi. Oui. C'est illégitime. En plus, sur la parité qui était faite sur la parité franc suisse et euro, bonjour, avec l'augmentation du franc suisse de 30% au mois de janvier, c'est sûr que là ils sont morts. Hein. Oui. C'est plus de 1000 villes, hein, je ne sais pas si tu as écouté tout à l'heure, mais c'est plus de 1000 villes aujourd'hui. Des centaines de milliers de Français risquent de perdre leur maison, leur appartement, parce que les taxes d'habitation vont être, quand c'est pas 50%, c'est 100%, et j'ai même vu des villes où c'est 400%. Ah. Oui. Voilà. Ça, c'est le résultat de tout ça. C'est vraiment étonnant. Alors, justement, puisqu'on parlait de dette, voilà, on parlait de dette. Il y a Monsieur Harfeuil, donc, qui nous fait régulièrement le hit parade des pays en faillite, des pays européens, je précise. Hein. Donc, ça date d'avril 2015. Alors, il n'y a pas que la Grèce qui est en faillite dans l'Union européenne. 9 pays sont également en faillite, en plus de la Grèce. L'Italie, le Portugal, l'Irlande, Chypre, Belgique, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Alors, donc ça c'est les chiffres Eurostat, hein, donc qui ont été publiés le 21 avril. Alors, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs à quel moment, quel est le seuil qui fait qu'on dit, à partir de maintenant, on parle de faillite? C'est simple, en fait, techniquement, à partir du moment où tu n'as plus d'air pour respirer, c'est-à-dire 90% d'endettement, je veux dire, c'est comme un ménage. Je veux dire, un ménage qui gagne, je sais pas, qui a un revenu de 5 000 € et qu'ils doivent rembourser 4 000 € tous les mois, je veux dire, c'est de la survie. À partir du moment où ils arrivent à 5 000 € ils sont morts. Hein, ils dorment dans la rue. Donc on peut rappeler aux auditeurs, donc ça c'est 100%. On peut donc rappeler aux auditeurs que ceci s'entend parce que on a un présupposé admis que nous devons louer la monnaie aux banques.
C'est dans ce contexte-là que, c'est le que principe tout de ça la banque, s'enclenche. mais c'est le principe de la Banque centrale européenne. Ça a été conçu pour ôter toute forme d'indépendance à tous les pays. C'est pas nouveau, c'est pas spécialement C'est nouveau. parce que je me plaisais à remonter à la cause, puisque toi tu nous as donné l'effet qui est Oui, non, mais Après, on est d'accord donne, sur les causes. Les c'est causes, juste- les causes sont il n'y a pas de discussion sur les causes. Aucune, strictement aucune. je te laisse reprendre. C'est gentil. Donc on parlait de 100% d'endettement. Un couple qui doit rembourser 5 000 euros alors qu'il gagne que 5 000 euros. Donc il a endettement 100%. Dette publique. Alors Grèce, donc leur endettement est de 170% du PIB. Voilà. L'Italie, ils sont à 132%. Portugal, 130%. Irlande, 109. Chypre, 107. Et je rappelle quand même à nos auditeurs que les Chypres se sont fait raser. On a tout ce qui dépassait 100 000 euros. La Troïka leur a pris leur argent, y compris les entreprises. Faut jamais l'oublier. Et Chypre était à 100. Chypre aujourd'hui est à 107%. Ils sont même pas à 132 ou à 177%. Alors Belgique 106%, Espagne 97,7%. On n'est pas loin de l'étouffement total. France, 95% du PIB. Ceci, bien entendu, ne concerne que la dette Public. Oui, public. Ça concerne pas les municipalités, ça concerne pas Les gens. les gens, ni les entreprises. D'accord. On est d'accord. Non, c'est très important. Voilà. Et Royaume-Uni, alors je sais pas si je l'ai donné, 90% du PIB. Voilà. Donc c'est une situation absolument inextricable. Alors même si on nous dit un pays, etc., on a vu ce que ça a donné quand des pays sont complètement endettés. Exemple, la Grèce. Alors, si la Grèce a fait effectivement sa propre monnaie, elle pouvait actionner éventuellement un tout petit peu sur les manettes de la planche à billets de la création monétaire, etc., mais pas trop, parce que ça se voit. Mais on voit ce que font les Japonais sous le contrôle des Américains, c'est pas techniquement mieux, voilà. Donc on voit bien que cette situation ne peut pas durer. C'est impossible. C'est une mise en esclavage de toutes les populations européennes par la dette pure et simple. Alors, si je prolonge ce que tu dis, on en viendrait à regrouper finalement quasiment toutes les news auxquelles je viens de participer. On en reviendrait au fait qu'on est quand même assis sur un gros merdier, dont tu donnes successivement différentes descriptions, qui sont uniquement causées parce que l'usure par le privé, par les financiers des États, et Tarma énuméré, donc on n'a pas besoin de redonner la liste, est premièrement l'idée saugrenue est venue, ça a été mis en pratique, c'est de ça dont nous crevons, alors qu'il existe des moyens totalement gratuits qui ne créent rigoureusement aucune dette et qui sont à disposition des États, mais alors de ça on ne parle pas. Bien sûr qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on va se battre sur les effets. Alors est-ce qu'on leur étale la dette, est-ce qu'on l'arrête? Non, mais ou alors on dit non, en fait on arrête l'usure. La monnaie n'est pas une marchandise dont la possession est réservée aux financiers privés qui s'en servent qui en tirent des loyers et plus exorbitants, comme quand tu parlais de 25% pour la Grèce. Bon, nous, effectivement le taux est un peu meilleur. Mais n'oublions pas de remonter aux causes et de se dire que c'est un choix que d'ailleurs nous n'avons pas fait. Ça a été vaguement, il y a eu des bouts qui ont été votés par nos représentants, mais je n'assimile pas ça à nous. C'est un choix qui a été fait et dont on ne parle pas en tant que choix. C'est un peu comme l'image que je prends. On éponge l'eau qui déborde au lieu de fermer le robinet. Oui, on est d'accord. Alors, c'est ce que tu as dit tout à l'heure déjà. Ça marche. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. On est d'accord. Même juste avant la revue de presse, on a donné tous les cas justement de villes françaises à qui, notamment Monsieur Macron, ministre des Finances, à qui il a fait emprunter pour rembourser l'emprunt, etc. C'est du suicide pur, quoi. C'est juste pour que le musicien puisse continuer à jouer, quoi. C'est ça la triste réalité. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant s'est passé la semaine dernière. Parce que ça va dans le sens de ce qu'on a abordé à propos de la dette, etc. Comment permettre aux banques en faillite de continuer? Eh bien, en empêchant les gens de retirer leur argent. Ça, c'est la première chose.
Et deuxième chose qui leur permet de garder encore plus, suppression du liquide. Suppression totale, interdiction d'utiliser le liquide, le cash. Voilà. Alors, les Américains ont lancé le mot, et cela avait commencé, rappelez-vous, avec Israël, qui veut être le premier pays à vivre sans billet de banque, ni pièce de monnaie. Depuis, vous avez vu dans cette revue de presse le mouvement grossir avec les banques américaines, dont la JP Morgan Chase, demandant aux autorités, donc à la Fed, d'interdire l'usage de l'argent liquide. La semaine passée, c'était le Danemark qui se disait prêt à passer au tout électronique. Et vendredi, c'est le magazine allemand Spiegel qui a publié une interview, pourquoi, comment, mystère, de Peter Bofinger, qui demande à ce que la République fédérale d'Allemagne supprime le cash. Waouh! Alors, ça a tout un tas de conséquences annexes à la con, Attends. Ouais, oui. gravement pourries. Je reconnais bien la mise en scène préparatoire de la fameuse main invisible. Je l'ai décrite très précisément avec, dans le livre 777 en 2008. La Fed, avec Visa et Mastercard, ont simplement décidé d'accélérer le processus de mise en esclavage par la dette. Alors là, vous ne pourrez même pas acheter un paquet de cigarettes sans être marqué par la bête à cette tête. Et tu files pas 100 balles non plus à un mec si t'as envie. Tu donnes pas d'argent de poche à ton gamin. Donc ça veut dire aussi quand même de base que les clodos sur le trottoir. Ton fils va avoir un lecteur de carte bleue. Papa, tu me files un peu d'argent de poche. Oui, et puis un type qui est dans la mouise sur le trottoir. Il va falloir qu'il ait un terminal aussi. Bien sûr. Évidemment, tout le monde. Mais c'est inhumain. Mais Apple l'a déjà commencé. Il y a le terminal de réception et d'échange de cash électronique. C'est en cours. Il y a Google Pay et Apple Pay. N'oublie pas, je suis vraiment des trucs monétiques. Alors attends, donc quand Larry Summers s'attaque lui aussi au liquide, c'est une opération menée par la Fed pour sauver les banques en faillite. Voilà. Donc c'est l'ancien ministre des Finances, Larry Summers. Voilà. Alors donc Zero Hedge avait traduit un article du Spiegel que je vous traduis aussi. De ce que dit M. Bofinger. Pièces et billets sont obsolètes et ne font que réduire l'influence des banques centrales. J'adore les banques centrales. Avec les techniques actuelles, pièces et billets sont en fait un anachronisme. Traduisez, la Banque Centrale Européenne a tout tenté, même la monnaie de singe, et n'a pas réussi à relever la situation. Donc on va supprimer l'argent physique afin que les gens dépendent totalement de la banque, qu'elle soit centrale ou pas. Et donner un peu d'oxygène à la cavalerie de ces mêmes banques, eh bien c'est exactement ce qui est... voilà, c'est génial quoi. Et les seuls grands vainqueurs, qui sont les grands vainqueurs de ça? Visa, Mastercard, American Express. Youpi. Donc c'est beau le fascisme bancaire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'entend pas Besancenot sur ce sujet, ni les autres de gauche d'ailleurs. C'est très curieux. Donc là, vous avez le lien sur le texte du Spiegel. Voilà. Alors, Bofinger, c'est important de savoir qui est Bofinger. C'est un économiste pro-européiste convaincu, régulièrement interrogé par un quotidien français dont on a parlé tout à l'heure, qui appartient à un mec qui a qui pilote donc une grosse entreprise financière aux Bermudes, dans le journal Le Monde. C'est pas un hasard, chers lecteurs, chers auditeurs, du tout que ce soit lui qui monte au créneau pour l'Allemagne. Je me demande qui, journal, économiste, tireur de pompe, va se charger de la sale besogne en France. En fait, le pays sera divisé en deux, les collabos et les résistants. Tout le monde sera obligé de choisir son camp. Voilà. Et au Canada, donc notre lecteur Dominique Betty nous écrit, il dit au Québec, les guichets automatiques nous permettent de retirer au maximum $500 à la fois et un maximum de 1000 par jour, sous prétexte de sécurité, alors qu'auparavant il n'y avait pas de limite, etc. Et on observe ce mouvement dans tous les pays européens en ce moment. C'est-à-dire que c'est, puisque Sapin, il y a 3 semaines, a abaissé la limite de paiement en cash. Oui. Tu vas chez un antiquaire, si c'est 1001 €, interdiction de payer en carte bleue, en liquide, il faut payer en chèque ou en carte. Voilà. Alors, voilà. Non, mais voilà où la banque nous mène. Alors, il y a aussi, moi je vois deux additifs à ton histoire. La première, c'est que effectivement, on oblige de plus en plus. Là, il y a le côté. Tu as dit que ça obligeait les gens à passer par la banque. C'est-à-dire que ça tue toute vie en dehors. Il ne peut pas y avoir. Ça me rappelle le KGB. Ça me rappelle les Russes qui vivaient sous Brejnev. Alors, tous les jours ou toutes les semaines, ils étaient obligés d'aller au commissariat central. Et s'ils voulaient aller dans une autre ville, d'avoir une permission de sortie, etc. Oui. C'est un peu le même. Non, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça sent comme le truc qu'on a pu vendre à un sapin en lui disant avec ça, il y aura plus de black. Donc, tu pourras récupérer, tu vas pouvoir récupérer la fraude au black. Ok, admettons.
Enfin, admettons. Ça va, attends, c'est quand même notre liberté de dépenser notre argent comme on veut, sans qu'on soit obligé de... C'est comme ça qu'on lui a vendu. Oui, le truc. non, mais bien entendu, évidemment. Lui, il voit ça d'un côté budgétaire. Ensuite, pour les banques, il y a un autre avantage, et cet avantage, il est énorme. Aujourd'hui, quand une banque fabrique du crédit à partir de rien, il y a quand même un petit morceau qu'elle doit déposer à sa banque centrale pour, en gros, pour financer l'équivalent en billets et pièces de l'argent que la banque est en train d'émettre par du crédit. C'est une petite, ça peut faire quand même 1,5, 2,5, ah oui, de la somme prêtée, auquel s'ajoute le petit dépôt de garantie. Sauf que, en gros, comme ces chiffres sont très bas, le chiffre de la location des billets, si on pouvait l'annuler, ça permettrait de doubler la marge sur les crédits, la marge brute sur les crédits. C'est-à-dire que c'est aussi une opération qui, indépendamment des contraintes dont tu parles, de la petite histoire pour les gouvernements qui pourraient éventuellement récupérer ou pas sur le black, d'accord. Il y a aussi le fait que pour les financiers qui pratiquent la création monétaire par le crédit, donc toutes les banques commerciales, ils viennent soudainement de doubler leur retour sur investissement. Au prix de nos emmerdes, mais moi je me mets à sa place, il en a rien à foutre de savoir comment les changer. Ah, mais si ça te permet de doubler le retour sur investissement, là tout d'un coup, il n'y a plus de sentiment. Tu veux que je reprenne avec cette petite chose ? Absolument. Tu peux le lire simplement d'un trait. D'accord. Retour en 1941, le texte officiel qui permet à votre banque de vous dénoncer. Du 26 au 30 mai 2015, Madame Landry a repéré ce texte du gouvernement français qui permet aux banques de dénoncer leurs clients, comme les Français étaient encouragés à dénoncer les résistants pendant la guerre, pour l'application de l'article L312.1.3. La situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant 3 mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte. En fait, toute opération, voilà, dès qu'il y a, mais c'est exactement, moi j'ai vu passer les mêmes règlements aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que toute personne qui dépose un peu trop de liquide, ça y est dénoncée au FBI. Voilà, maintenant. Alors, il est arrivé une mésaventure à un gérant de station-service. Hein, qui gère du liquide par définition, hein. Le mec il arrive, il donne $20 pour faire le plein et qu'il ouvre la pompe, et donc lui il déposait de l'argent tous les 2 jours, hein, et comme l'employé de banque il a même pas regardé quel était le métier du type, il a dénoncé d'office. Donc c'est un terroriste parce qu'il gère du liquide. Donc là on voit qu'ils ont utilisé le terrorisme, hein, pour empêcher les gens de disposer de leur argent, hein, y compris en liquide, puisqu'on voit bien on voit bien que là c'est uniquement au service des banques tout ça. Hein, c'est pas au service du terrorisme. Hein, quand il y a Monsieur Sapin la semaine dernière a dit je vais supprimer le seuil minimum de paiement par carte bleue dans les commerces en France de 15 €, c'est-à-dire que pour 1 € on pourra payer par carte bleue, ça va exactement dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Tout à fait. Donc on voit le tableau. C'est la même chose. Oui. C'est exactement. C'est quelque chose que j'ai décrit très précisément dans le livre 777. Hein, pour ton info. D'accord. Texto. Hein, en publiant une conférence du vice-président de Visa. Voilà. D'accord. Alors, tu précises, la lectrice nous dit, dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte des éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte. Par irrégularité, faut-il comprendre que des retraits d'espèces importants sont considérés comme une irrégularité? J'ai plein de lecteurs qui retirent leur salaire de leur compte, ils ne veulent absolument pas le laisser, et en général dans la semaine qui suit, ils reçoivent maintenant des appels, pourquoi est-ce que vous faites plusieurs retraits, etc. Vous vous rendez compte? T'es espionné. Non mais attends, c'est de l'espionnage à ce niveau-là. C'est-à-dire que le banquier s'est transformé en agent du KGB. C'est purement scandaleux. C'est un pouvoir qu'il aurait donné qui ne devrait même pas exister. Et tout ça par la grâce de la dette. Hein, parce que ça a l'air de ton cheval de favori. Non, mais c'est-à-dire que c'est la cause qui enclenche après tout un enchaînement. Mais on va dans le fascisme bancaire. Là, on y est. Hein, on y est. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Julian Assange? La première chose qu'ils ont fait, ils ont supprimé sa carte Visa, Mastercard, ils ont bloqué tous ses comptes. Basta. Hein, et ils ont ensuite bloqué tous les comptes Visa de tous les gens qui pouvaient faire des dons via PayPal, etc. PayPal a bloqué le truc d'office à la suite de la demande du ministère de la Justice américain. Voilà, la guerre c'est avant tout les finances, hein, voilà. Et les Américains ils l'ont compris mieux que tout le monde, ils sont extrêmement intelligents.
Oui, alors justement, puisqu'on est ça c'est intéressant. La banque postale est en faillite, hein, mais c'est pas la banque postale de France, c'est celle du Gabon. Hein. Alors il y a une information croustillante sur les problèmes de la banque postale Gabon, qui est en faillite avec un trou de 12 milliards de francs CFA, au point que Western Union, hein, donc veut arrêter le contrat qui la lie à la banque postale Gabon en raison d'une dette colossale qu'elle lui doit. Et du coup, la banque n'a pas l'argent à donner aux clients qui viennent retirer le vendredi pour partir en week-end. Alors, cette information, elle est géniale parce que la banque postale France fait exactement la même chose. Écoute bien. Ce qui devait être le maillon fort de cette diversification post-banque est en réalité en cessation de paiement. Ce sont les avoirs des épargnants qui permettent heureusement de faire tourner la maison. Et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui avec le Crédit Agricole, Société Générale, BNP, etc. Peut-être moins BNP. Aujourd'hui, face aux difficultés que connaît Postbank, une astuce a été trouvée pour les vendredis, jour de gros retrait. Systématiquement, comme le vendredi 7 novembre dernier, on fait croire à une panne du réseau informatique. La célèbre panne du réseau informatique que tous nos lecteurs, tous nos auditeurs connaissent bien dans la banque postale avec le panneau. Aujourd'hui, panne informatique, vous ne pouvez pas retirer de l'argent, on ne peut pas vous donner du liquide, etc. Hein, voilà. Non, mais c'est absolument fascinant. Et il arrive également que les épargnants ne retirent pas autant qu'ils le souhaiteraient. Hein. Lorsque vous voulez retirer une somme de 2 millions de francs CFA, par exemple, on vous propose de prendre 1 million. De repasser la semaine d'après. Hein. Donc, client de la banque postale, partez, à croire que monsieur Alfred Mabika, bon, je pense que c'est son casque qui a un problème. C'est lui qui court-circuite. Ouais, on a un petit problème technique là. Voilà, donc monsieur Hervé Nz Nono, hein, qui est le chef de la Poste Banque, donc on peut en déduire qu'ils ont fait un stage à la banque postale en France. Lire ici CEMAC Business pour rire un peu. Et la même chose se passe en France en ce moment même. Merci à ma lectrice favorite, Madame Landry. Voilà. Voilà une information qui confirme tout ça. Hein. Et une autre qui va t'intéresser, c'est parce que là on a les derniers chiffres des interdits de chéquier et des surendettés. En France. Et on a un petit souci de casque. Alors, je me demande si à l'enregistrement on a le même problème. Ou là j'ai le même problème au niveau de la régie, on essaie de régler ça, on fait au plus vite. Écoute, je te laisse ça, je vais juste... D'accord, je vais continuer. En fait je pense qu'il y a parce que c'est quand tu poses le casque. C'est quand tu poses ce casque qu'il y a un problème. On s'en occupe. On vous écoute. Je vais lire cette info. Alors, la reprise est en pleine forme. Le législateur a confié à la Banque de France le soin de recenser les incidents de paiement dits caractérisés, constatés sur les crédits accordés à des personnes pour le financement, etc. Voilà. Alors, je vous donne les chiffres, hein, je ne vous lis pas tout leur blabla. Allô ? Alors, voici les chiffres. Si en 2008, il y avait eu 790 000 mesures de surendettement, en 2014, la Banque de France en a également recensé 879 000 à la fin de l'année. Techniquement, soit 88 000 personnes de plus. En moyenne chaque année, ce sont toujours 1 million de personnes qui ne rembourseront plus leur crédit. Parce que c'est ça qui est important, c'est que tous ces gens ne rembourseront pas leur crédit. Parce qu'ils ont perdu leur travail. Conséquence de la crise. On voit que c'est vraiment c'est quelque chose d'absolument infernal. C'est la conséquence très pratique du chômage. Depuis 2008, 5,6 millions de personnes n'ont pas remboursé leur crédit pour une raison ou une autre, avec une hausse radicale entre 2013 et 2014. Une interdiction de chéquier, donc la mise à mort sociale qui dure 5 ans. En 2008, la Banque de France comptait 2,4 millions de noms dans son fichier d'interdit bancaire. 5 ans plus tard, donc on voit bien qu'il y a une reprise, 5 ans plus tard, le même fichier comportait toujours, même augmenté, 2,6 millions. Et fin 2014, il était à 2,7 millions. Donc on voit qu'il y a eu 300 000 personnes de plus. Et déjà, 2008, c'était pas une année bonne, on va dire comme ça. En fait, c'est un renouvellement permanent. On peut ainsi en conclure qu'environ 10% de la population active en France est interdit de chéquier. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, tous ces gens qui sont dans des situations absolument détestables, quoi. Ah oui, c'est-à-dire que il suffit pas d'être au chômage pour être dans la merde. On peut être dans la merde même en allant travailler. Oui. Mais tous ces gens, en plus, ils doivent travailler. Mais
Oui, ils avaient éventuellement un revenu ou quelque chose, mais sauf qu'il est évidemment insuffisant. Mais cette dégradation, si tu veux, qui selon moi correspond au transfert qui depuis 10 ans, on va dire, a dépassé la limite. C'est-à-dire qu'on se fait saigner. Imaginez que vous vous faites saigner. Vous savez, à l'ancienne mode, comme Molière, on va se faire saigner. Ou quand vous donnez votre sang. Bon, on a bien compris qu'on pouvait donner une certaine quantité tous les 15 jours, mettons. Vous reconstituez. Vous pouvez encaisser. Et maintenant, vous imaginez bien qu'au-delà d'une certaine quantité, vous pouvez pas fournir parce que vous ne renouvelez pas assez vite. On vit ça s'intensifie depuis les années 80. On vit l'organisation du transfert des richesses des pauvres vers les riches. Surtout son accélération, son organisation encore plus merveilleuse. On va dire, c'était de l'artisanat et depuis 80, ça devient une industrie. Donc, on a augmenté la quantité de sang qu'on demande aux gens de donner tous les jours. Et de plus en plus, maintenant, on s'approche. Alors, effectivement, pendant un certain temps, tant qu'on est dans les limites et qu'il te reste du fric, bon, ça fait toujours mal au cul de s'en faire prendre. Je tiens à rappeler qu'en 1975, de 1975 jusqu'à 1985, grosso modo, les pratiques bancaires, BNP, Crédit Agricole, etc., ces banques vous ouvraient un compte chèque qui était gratuit. Et les banques ne prenaient strictement aucune commission sur les mouvements ou quoi que ce soit. Rien. Les Français n'avaient pas à payer pour leur compte chèque. Il était gratuit. C'était même toutes les banques avaient fait leur communication intégrale, leur pub là-dessus. C'est à partir de 1987, où il y a eu le premier grand défaut de paiement de la LTCM, parce que les banques françaises ont été nettoyées de plusieurs centaines de millions de dollars, qu'elles ont commencé à se récupérer sur les gens. Et donc elles ont développé les commissions d'intervention, les frais de tenue de compte, les machins, les trucs. Pour les boîtes, le soi-disant contrôle de fin d'année qui coûte 140 €, enfin ça fait un peu de sous. Quand une petite boîte, et en fait ils font rien. Mais bien sûr, c'est un truc informatique. Ça n'existe pas. Et ça, c'est cette idée, si vous voulez, c'est que quand ça vient progressivement, c'est comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on met l'eau à chauffer. C'est pas la même chose que quand vous mettez le pied dans une baignoire trop chaude. Là, tout de suite, vous arrêtez. Et là, on en est à un moment où de plus en plus de gens ont dépassé la limite, donc financièrement, économiquement, socialement, ils crèvent. Mais comme c'est l'eau bout doucement, et puis que ça nous arrive pas, ça arrive aux autres, etc. Il y a un véritable problème de solidarité, mais simplement mental déjà. Se mettre en disposition, arrêter d'écouter les gens qui vous expliquent que les chômeurs sont des sales profiteurs feignants, qui ne passent leur vie qu'à ramasser le truc, et commencer à vous dire non, il y a des gens qui sont en train de crever parce que l'eau monte et que ça y est, ils en ont au-dessus de la bouche. Et il faut arrêter d'écouter les discours mais on qui nous sont servis. On culpabilise les chômeurs. Tout ça, c'est de leur faute. Parce qu'ils doivent travailler, bien sûr. La preuve, c'est que maintenant, Pôle emploi va pouvoir contrôler vos comptes bancaires pour voir si vous avez des rentrées, etc. C'est techniquement... auparavant, il fallait un juge pour ça. Maintenant, n'importe qui à Pôle emploi peut accéder à vos comptes bancaires du moment que vous êtes demandeur d'emploi. Je trouve ça absolument extraordinaire. Même fascinant, quoi. Enfin voilà. Donc il nous reste une info. Alors je vais la lire, celle-là, parce que c'est la disparition de la France des grandes marques historiques. C'est un avant-goût de la disparition de la France. Vous avez vu que le logo Air Espace France sur les avions a changé. Maintenant c'est Air France en un bloc. C'est collé. Voilà. Il n'y a plus le truc bleu, blanc, rouge. Maintenant c'est que du rouge. Donc il y a une disparition de l'identité, du drapeau. Enfin voilà. Des fois que l'idée de la France puisse survivre dans la tête des gens. La semaine passée, vous avez vu que Gaz de France a aussi soudain changé de nom. Il s'appelle Engie. On se demande pourquoi Gaz de France a eu besoin de changer de nom. Qu'est-ce que ça va changer techniquement? Il s'appelle Engie. Mais en tout cas, France disparaît. Ça, c'est une certitude. Voilà. En fait, c'est progressif, c'est fait en douceur, toujours au moment des départs en week-end ou la veille. Comme la liste des licenciements d'Areva, par exemple, donnée jeudi soir, juste avant les départs en vacances. Bientôt, Électricité de France va aussi changer de nom. Soyez-en sûrs. Plusieurs lecteurs m'ont signalé d'ailleurs que la statue de Saint-Louis, dans l'église de Poissy, a été détruite à coups de baseball. C'est tout à fait extraordinaire. Elle faisait de mal à personne cette statue. En plus, c'est là où elle a été baptisée. Donc. Non, mais c'est peut-être juste de la dégradation stupide. Oui, c'est juste la 300e église qui est dégradée. À part ça, ça va quoi. Oui, non, mais c'est un coup des chrétiens, c'est évident. Sans parler, comme le note un lecteur, de la statue de Saint Jean-Paul II en Bretagne que l'on veut abattre
car elle est surmontée d'une croix. Hein, c'était dans 20 minutes. Hein, la statue de Jean-Paul II devra quitter l'espace public à Ploërmel. Ploërmel. C'est la Bretagne, c'est la France profonde, quoi. Voilà. Et donc, justement, puisque tu n'as pas l'air d'être au courant, donc tu as un lien. C'est notre lecteur, Monsieur Primordière, qui nous signale ce reportage sur toutes les églises vandalisées en France. À voir ici, qui est absolument révoltant. Ce qui me révolte là-dedans, c'est que si par exemple une mosquée est dégradée, alors bien entendu là il y a rien, il y a pas de bruit, mais alors il y a 300 églises vandalisées. Alors là c'est curieux, les médias, les télés s'écrasent. No comment. Silence radio, si je puis dire. Hein, voilà. Bah, il est quasiment 4 heures. Voilà, donc il y a plein de... Tiens, justement, on n'a pas le temps, bien entendu, de tout traiter. Si tu veux bien lire celle-là, parce que celle-là, elle est quand même géniale. C'est laquelle? Des retraités italiens. Comment les retraités italiens se sont fait avoir. Alors, comment le gouvernement italien a volé les retraités? L'Italie, ruinée par la dette pourrie fabriquée par la monnaie de singe des Américains via les banques privées, tu condenses, avait décidé de réformer en urgence les retraites pour en payer le moins possible. Non. C'était en 2011, mais la justice, saisie par les retraités, dont beaucoup d'avocats et de magistrats à la retraite justement, oui, pas de chance, a décidé que cette réforme n'était pas légale ni constitutionnelle. Du coup, l'État doit rembourser 500 € à 4 millions de retraités d'ici le mois d'août. Ah oui, ça fait un peu quand même. Oups, rappelez-vous, en décembre 2011, alors que la méfiance des marchés avait propulsé les taux d'emprunt de l'Italie à des niveaux insoutenables, le gouvernement de Mario Monti avait imposé une cure d'austérité draconienne. Vous voyez, ce sont bien ces pourris traders qui font la loi et qui font chanter les gouvernements. Et tu précises qu'il y a donc sur ton blog le lien sur le papier du Parisien. Oui, voilà, c'est important parce que les gens, nos auditeurs, certains pourraient croire que tout on invente des news un peu dingues, mais non, pas du tout. C'est vraiment ça. Ils vont être obligés de rembourser. On ne sait même pas comment ils vont rembourser parce qu'ils sont surendettés, les Italiens. Donc ça fait 2 milliards. Donc c'est une dépense imprévue, comme on dit. Ça fait mal, ça. Hein. Ça fait très très mal. Voilà. Donc alors juste une chose avant de clore. Faillite municipale, la série continue. Il n'y a pas qu'en France. Hein. La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, 95 000 habitants, est au bord de la faillite. Donc un bilan a été dressé, bref, ils vont être obligés effectivement là aussi de multiplier les impôts locaux par 2 voire par 3 et tous les retraités qui ont, ce que je disais tout à l'heure, eh bien 10% ou 15% d'entre eux vont se faire saisir leur maison. C'est exactement le même phénomène que j'ai observé en Grèce à partir de 2011 et surtout c'est ce qu'on voit en Chypre. Voilà. Donc c'est la saisie par l'État ou par les banques des appartements. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ça leur permet de se constituer un portefeuille et l'État ensuite pourra revendre ce parc immobilier, comme on a vu en Espagne, aux banques. Voilà. Parce que la ville de Madrid, par exemple, a vendu tout son parc immobilier HLM.